j'ai toujours senti que bien que j'avais ma place dans ce monde-là, ma place n'était pas nécessairement celle euh, que les autres désiraient. Mhm. Et donc, je disais, j'étais pas stressée. J'étais surtout pas stressée parce que j'étais consciente, je sais pas comment ça va sonner, mais j'étais consciente du fait euh, que j'avais un CV qui était très, très, très différent des autres. Mhm. Et j'étais consciente du fait que ça intéressait beaucoup les cabinets. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est la deuxième fois que je dois enregistrer cette intro parce que j'avais pas mis le bouton on sur mon micro. Yeah! On aime ça quand on refait les choses deux fois. Ça a été dur quand même de m'arrêter pour enregistrer l'intro. Ça fait longtemps que j'ai fait l'entrevue. J'ai fait l'entrevue avec mon invité d'aujourd'hui à l'automne passé. Et puis, je me suis fait prendre dans le lancement de mon programme one-on-one pour lancer ton entreprise à temps partiel. J'ai fait ma planif 2020. Entre-temps, ma fille a eu un rhume, j'ai pas dormi, j'ai commencé des mandats, bref. Mais comme je me suis dit que cette année, j'allais vraiment mettre les bouchées doubles sur le podcast pour m'assurer que j'allais lui donner l'amour que ça nécessitait, je veux absolument pas manquer un épisode et me voici en train de make it happen dans le fond. Alors, aujourd'hui, la personne qu'on reçoit, c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. C'est Aïcha Tori, qui est une avocate pour les industries créatives. Et je connais Aïcha depuis quelques années maintenant parce que c'est une des toutes premières collaboratrices que j'ai eues sur mon blog. J'ai eu à peu près une vingtaine de collaboratrices qui ont écrit pour Mtamak, mais Aïcha, elle est restée constante. Elle avait vraiment compris très bien la mission du blog dès le début, puis elle a toujours créé du contenu super pertinent et utile. Je vais mettre le lien dans les show notes si vous voulez aller lire. Le contenu qu'elle a partagé, c'est surtout en lien à l'entrepreneuriat et elle y ajoute sa spécialité légale pour nous donner des conseils sur la propriété intellectuelle, sur notre image de marque, sur des choses comme ça. Alors, Aïcha, si vous la connaissez pas, comme je viens de le dire, se spécialise dans les industries créatives, mais on parle souvent, on pense à industrie créative, puis on pense à des peintres, puis des joueurs de musique, mais ici, il faut vraiment voir créative au sens large, parce que dans le fond, sa clientèle, ça peut être autant des producteurs de musique que des designers mode, des startups technologiques, des agences marketing, des designers graphiques, des consultants en art, des entrepreneurs, bref, des domaines où, justement, l'innovation et la créativité sont au centre de l'activité. Et ce que je trouve le fun dans le parcours d'Aïcha, c'est que elle a su prendre une industrie qui est quand même assez traditionnelle, l'industrie du droit, avec un parcours qui est assez en ligne droite, pour vraiment lui insuffler sa personnalité puis en faire quelque chose à son image. Et ça, malgré son jeune âge, tu sais, je veux dire, Aïcha, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a passé le barreau, mais elle a jamais vraiment fait de compromis sur ce qu'elle voulait puis sur comment qu'elle voulait vivre ce parcours professionnel-là du droit, de son parcours d'avocate. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment parler autant de son éducation que de ce qui l'a fait démarquer. Puis ce que je trouve intéressant avec Aïcha, c'est qu'elle a su comprendre aussi comment utiliser les outils du web, comment se démarquer grâce à des outils que d'autres avocats utiliseraient pas nécessairement, parce que elle a vraiment compris très tôt c'était quoi l'importance d'une présence en ligne. Puis aujourd'hui, elle devient une référence au sein même de ses collègues
pour parler de branding personnel, de comment justement se créer un nom, se créer une réputation grâce au web. Donc, tu sais, il y a encore de la créativité, de l'innovation derrière tout ça. On va parler un petit peu de création de contenu. Et la semaine prochaine, ça va être la partie 2 avec Aïcha, où on va parler un petit peu plus de comment elle arrive à combiner tous ses autres intérêts, comme par exemple son intérêt pour l'art, la mode, dans justement ce contexte professionnel, comment qu'elle vit le fait de pas être une avocate en cabinet, d'être son propre patron, puis les challenges qu'elle peut avoir aussi à travers tout ça. Donc, je vous invite à écouter les 2 parties de l'entrevue. On va commencer dès maintenant avec la partie un petit peu plus pro et on se revoit la semaine prochaine pour le reste. Avant que je vous laisse, je voulais juste m'assurer que vous avez eu le mémo, que vous pouvez toujours vous inscrire à l'infolettre de M-Ta-Marque via mtamarque.com. Là, j'y partage autant des outils, des réflexions, des astuces, mais aussi je vous mets à jour sur les nouveaux épisodes qui sont publiés tous les lundis. Et c'est le fun parce que quand vous vous abonnez, vous pouvez y aller soit vous pouvez télécharger ma checklist gratuite Lance ton entreprise à temps partiel, ou sinon, j'ai aussi un Canva du branding personnel où dans le fond, c'est un peu basé sur le Business Model Canvas, mais on décortique un petit peu où est-ce que vous en êtes avec votre marque personnelle, c'est quoi les opportunités qui sont devant vous, les ressources que vous avez, puis qu'est-ce que vous pourriez travailler pour vraiment mieux communiquer votre marque, mieux communiquer votre histoire, puis en tirer les bénéfices justement d'avoir une présence, que ce soit en ligne, en personne, via du réseautage ou autre, qui va vous repayer au bout du compte parce que ça va être un investissement que vous allez avoir fait en vous-même. Donc, c'est sur mtamarque.com. Je vais vous mettre les liens pour l'infolettre dans les commentaires de cet épisode. Et puis, dernière annonce, Aïcha va être présente. Elle va donner une conférence, un atelier en fait, le 29 février prochain qui s'appelle Navigating Brand Deals as a Content Creator. Et ça va être sous le chapeau, dans le fond, de l'événement Démarrage d'entreprise et de projet organisé par REC. Je vous mets le lien aussi Eventbrite si ça vous intéresse de voir un petit peu c'est quoi cet événement-là, surtout si vous êtes justement en démarrage d'entreprise, vous avez un projet en tête et vous aimeriez avoir peut-être des conseils légaux de la part de Aïcha qui va être là pour parler vraiment plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite une super belle écoute et une super belle journée. Salut Aïcha, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. J'ai su que tu avais un petit chien qui vient d'arriver dans ta vie. Oui. Dobby. Dob. Ouais, il est cute. Un Doberman. Je trouve que ça fit vraiment avec toi. Ouais? Ah, c'est gentil. Il est vraiment beau. C'est hallucinant comment ce chien-là est beau. Puis là, tu vas pouvoir le voir grandir, ça va être nice. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il passe sa phase de mordiage. Ouais. OK, cool. Aïcha, je suis contente que tu viennes sur le podcast parce qu'on se connaît depuis un petit bout maintenant. Oui. Tu as écrit sur M-Ta-Marque presque depuis le début que j'ai des collaboratrices. Ouais. Puis, tu sais, t'es quand même assez reconnue dans ton milieu. Puis on le voit un petit peu partout. Dès qu'on entend quelqu'un qui a besoin d'un avocat, je vois ton nom sortir tout le temps. Fait que good job on that. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle parce que je trouve que tu as un parcours vraiment intéressant dans ta niche, mais aussi, tu sais, au fur et à mesure de t'avoir côtoyé, tu sais, on a comme parlé beaucoup d'art puis de choses comme ça. Puis je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ce côté-là de toi qui est peut-être un petit peu moins apparent. Ou apparent dans ce que tu partages dans les réseaux puis tout ça. Mais tu sais, je trouve que justement je te considère comme une slasheuse dans un sens, genre quelqu'un qui a comme plusieurs intérêts, puis je trouve que c'est pas mal intéressant. Ah, super. Fait que la première chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu te considères comme une personne ambitieuse? Je pense que oui. Ouais. J'ai toujours eu des buts à court et à long terme dans ma vie. J'ai toujours eu des projets sur lesquels je voulais travailler.
je pense que oui, là. J'essaie toujours de travailler à être mieux et à avoir plus et à toujours essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc Donc je pour pense que oui. toi, l'ambition, c'est vraiment d'essayer de se dépasser, Oui, tout de à fait. de tout le temps apprendre, donc c'est comme Exactement. ça. Ouais. Cool. Et pour celles qui te connaissent pas, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours académique/professionnel? Oui, donc moi j'ai eu un parcours académique assez standard. Donc j'ai fait 2 ans cégep, puis tout de suite après le cégep, je suis rentrée en droit à l'Université de Montréal. Euh, puis ça a été, je sais pas si ça a été un choc pour moi, mais disons que je me suis beaucoup ennuyée au début. Ah ouais. Donc, j'avais déjà conscience de mes intérêts, juridiquement parlant. Donc, je savais que j'aimais la propriété intellectuelle. Je savais que j'aimais les industries un petit peu plus créatives. Puis, quand tu rentres en droit la première année, tu ne fais que des cours obligatoires. Mm-hmm. Donc, ça, c'est droit de la famille, droit criminel, droit constitutionnel, etc. Et donc, il a fallu que je power through cette année-là pour finalement me rendre au moment où je pouvais choisir des cours optionnels qui m'intéressaient. Mm-hmm. Et donc, une fois que j'ai pu faire ça, j'ai pris tous les... Il n'y en avait pas énormément, mais j'ai pris tous les cours optionnels qui ont possiblement pu m'intéresser. J'ai pris droit d'auteur en musique, j'ai pris propriété intellectuelle, j'ai pris droit de l'information et de la communication. Donc, des cours un peu hors normes qui étaient donnés, qui étaient à la faculté, je les ai tous pris. Pendant ce temps-là, j'avais aussi beaucoup d'activités extracurriculaires. Mm-hmm. Et donc, je fais du bénévolat à la clinique juridique de Concordia. J'avais fait du bénévolat pour un organisme en Espagne qui était dans le monde street art. J'avais commencé à écrire pour un blog de propriété intellectuelle. C'est là que j'ai commencé à écrire pour des blogs quand j'étais à l'université. Donc, l'université à Toronto de York avait un blog sur la propriété intellectuelle, puis je cherchais des étudiants pour écrire. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. Cool. Et depuis ce temps-là, je ne fais que ça, écrire des billets de lettres. Et donc, c'est ça. J'ai fait mes activités, j'ai fait mon université. Pour ça, je suis arrivée à l'école du barreau, puis là, encore là, puis je le savais très bien, c'est toutes les matières qui sont standards, donc c'est droit de la famille, droit criminel, etc. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de stage. Donc, normalement, les gens qui désirent un stage en cabinet, ils font la course au stage à la 2e année d'université. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire. Puis, je n'étais pas trop stressée, honnêtement, pour me trouver un stage. Puis, lorsque j'ai fini, je pense peu avant que je passe l'examen du barreau, il y avait une offre d'une entreprise qui avait l'air intéressante. Justement, c'est une offre de stage pour le barreau. J'ai postulé. J'ai eu le stage. C'est l'entreprise en technologie de l'information qui est maintenant à Longueuil, mais qui était à Montréal dans le temps. Et j'ai fait mon stage là-bas. Donc, j'ai fait mon stage à l'entreprise dans le monde des technos. Et... Dans un truc que tu as trouvé relativement dernière minute comparé à tout ce que les gens font. Oui. Relativement dernière minute, mais comme je te dis, moi, ça me stressait pas particulièrement. Puis, de toute façon, je ne voulais pas travailler en cabinet, donc ça m'arrangeait bien de trouver quelque chose en entreprise. Et je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je me rappelle que moi, quand j'étais à l'université ou quand je passais le barreau, il y avait très peu d'entreprises qui prenaient des étudiants du barreau pour des stages. C'était surtout des cabinets. Et donc, j'étais bien chanceuse d'être tombée sur cette offre-là. Donc, c'est mon stage, j'étais assermentée, je suis devenue avocate. Tu disais que tu n'étais pas trop stressée, tu sais. Est-ce que... Ben, j'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que tu as toujours été intéressée par le droit, puis ça te vient de où? Parce que dans ma tête, genre, tu sais, si t'es pas comme la fille d'un avocat, je sais pas comment tu développes ce goût du droit, tu sais. Honnêtement, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas parce que mes parents sont pas dans le domaine du droit. Mes parents étaient dans la santé, mon père travaillait au gouvernement. Puis, je sais pas, j'ai toujours été curieuse. Même quand j'étais enfant, j'ai toujours lu sur beaucoup de choses. Puis je pense que au secondaire, j'ai appris le concept de la propriété intellectuelle. Je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais je suis tombée sur ce concept-là, puis j'ai trouvé ça fascinant.
OK. Et c'est là que je me suis dit, ben, je vais devenir avocate, mais spécialisée dans ce droit-là. Donc pour moi, C'est je plus sais ça que qui t'a mené vers le droit. exactement, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je vais devenir avocat, je sais pas dans quoi, puis éventuellement, qui se trouve une niche. Moi, ça a été le contraire. J'ai trouvé quelque chose dans le droit qui m'intéressait. Puis, T'as fait les démarches pour aller exactement. vers ça. Exactement. Puis, justement, quand t'as décidé, bon, je t'étais pas trop stressée à propos de ton stage, penses-tu que justement, vu que t'as fait les choses un peu à l'envers de tout le monde, t'as comme une attitude un peu rebelle par rapport à ta vision du droit, tu sais, Euh, comme un petit peu outcast, là? c'est sûr que je me sens souvent comme ça. Ouais. Puis je me suis souvent sentie comme ça pendant mon parcours académique, donc plus particulièrement quand j'étais à l'université à la faculté de droit. J'ai toujours senti que bien que j'avais ma place dans ce monde-là, ma place n'était pas nécessairement celle euh, que les autres désiraient. Mm-hmm. Et donc, je disais, j'étais pas stressée. J'étais surtout pas stressée parce que j'étais consciente, là, je sais pas comment ça va sonner, mais j'étais consciente du fait euh, que j'avais un CV qui était très, très, très différent des autres. Mm-hmm. Et j'étais consciente du fait que ça intéressait beaucoup les cabinets. Donc, j'ai dit que j'avais pas fait la course au stage, mais à la 3e année, j'ai postulé dans un cabinet, puis qui était un cabinet en propriété intellectuelle. Puis j'ai eu la première entrevue, j'ai pas eu les autres entrevues, mais je me rappelle, à l'université, j'ai pris un cours en programmation. J'ai pris un cours en programmation comme cours optionnel. Puis j'étais particulièrement consciente ça m'intéressait, mais j'étais aussi très consciente du fait qu'une fois que j'allais mettre ça sur mon CV, que les cabinets allaient capoter. Et en effet, les avocats que je rencontrais trouvaient ça fascinant. Et donc, parce que j'étais consciente du fait que j'avais un profil un peu différent, puis que le monde juridique était un peu curieux par rapport à ça, j'étais pas du tout stressée Mm-hmm. par Tu rapport savais à que tu avais un avantage unique que tu allais pouvoir apporter. exactement. Ouais. Cool. Puis on dirait que ton personal brand, il a toujours été un petit peu dans le fond de ta tête pendant que tu étais autant aux études qu'après ça. Puis ça aussi, ça t'est juste venu comme intuitivement, cette espèce de travail que tu fais sur toi, sur ton persona, mettons, si on peut le dire comme ça. Je sais pas si c'est un travail conscient que je fais. Tu sais, j'y vais avec ce que j'aime, puis ce qui m'intéresse. Moi, je suis le genre de personne qui, si ça m'intéresse pas dans la vie, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à mettre des efforts sur ce sujet-là ou cet aspect-là. Et donc, j'ai toujours été consciente de ça. J'ai toujours été consciente de ce que j'aimais et de ce que j'aimais pas, puis j'ai juste toujours suivi ce que j'aimais. Mm-hmm. Et donc, je pense que comme ça, j'ai développé un personal brand qui est peut-être un petit peu différent, mais j'ai pas fait ça de manière consciente. Je pense que c'est juste comment ça a tourné. Cool. Je pense que c'est juste moi. C'est comme un bel amalgame parce que souvent on dit suis tes passions, puis à un moment donné, t'es comme OK, mais ma passion, comment je fais pour en faire de l'argent? Mais toi, on dirait que t'as comme vraiment bien trouvé les pièces du puzzle qui faisaient que t'as quand même été dans un job relativement lucratif entre guillemets parce que on se dit tout le temps que les avocats, ils meurent pas de faim. Mais en même temps, quelque chose qui te passionne réellement, puis t'es pas juste là parce que tu veux le titre, mettons. Ouais, je pense que j'ai été bien chanceuse. Honnêtement, je pense que j'ai été vraiment chanceuse que les domaines dans lesquels je pratique m'intéressaient, puis que ces domaines-là étaient dans un domaine qui était quand même... le droit, c'est quand même traditionnel, donc dans un domaine plus traditionnel. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est juste la chance. Ça a donné ça a bien tourné. Cool. Bon, puis là, parlant de ta niche puis de tes intérêts. Oui. Comment, là, je pense que je comprends un petit peu maintenant que tu en parles, tu suis tes intérêts puis ça a fait ça. Mais tu as remarqué, j'imagine, qu'il y avait un besoin dans la niche des arts et de l'entertainment. Mm-hmm. Quand tu as décidé, genre, bon, je vais pas aller en cabinet, je vais créer ma propre pratique, étais-tu déjà dans cette niche, étais-tu déjà consciente que tu allais créer ta niche, dans le fond? Que tu allais vraiment essayer de travailler juste là-dessus? Oui. Ouais. Oui, parce que comme je te disais, il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Donc pour moi, c'était
c'était d'une évidence. Puis les gens, ils ont réagi comment? Ben, c'est qui les gens? Ben, je sais pas, peut-être genre autant peut-être les gens dans ton domaine, mettons tes professeurs ou des choses comme ça, ou les gens qui te suivaient, et je sais pas, ta famille, tes parents qui te disaient ah ben tu vas quand même dans une voie un peu différente de ce qui est traditionnel. Là. Ben, on va commencer avec mes parents. Moi, mes parents sont les parents migrants typiques dans le sens que ils veulent voir leurs enfants dans un job plus traditionnel parce que ça les réconforte. Mm-hmm. Moi, ça a déjà été fait. Donc, tu sais, je l'ai fait mon droit. J'ai été assermentée. Je suis rendue à 4 ans. Là, je te dirais que mes parents se laquaient. Okay. Donc, j'aurais dit que j'allais me lancer. Ils ont fait. Je suis sûre que ça va marcher. Puis, cool. Puis c'est tout. Pour ce qui est des gens. Les autres gens. Les autres gens. Je te dirais que mes amis avocats n'étaient pas surpris. Mm-hmm. Donc, les gens avec qui j'ai étudié, puis vraiment que je côtoyais de manière régulière, n'étaient pas particulièrement surpris. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui ont posé beaucoup de questions. Donc, comment tu vas faire pour te trouver des clients? Comment est-ce que tu vas vivre? Il n'y a personne qui connaît. T'as jamais vraiment pratiqué le droit dans ta vie, à part quand tu étais en entreprise. Comment tu vas faire? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont questionné la pérennité de ce projet-là que j'avais. Puis je te dirais qu'en général, ça fut assez bien reçu. Ils s'étaient concentrés sur leur propre sur leur propre carrière, en fait. Il y avait leurs propres heures facturables à garder en tête. Ouais, c'est ça. Puis, parce que me semble que, je me rappelle plus, en tout cas, je me rappelle très bien qu'il y avait eu une conversation sur un des réseaux sociaux, je me rappelle pas. Oui. Puis il y avait un autre avocat qui disait « Ah non, il n'y a pas d'argent à faire dans les arts parce que, tu sais, c'est tous des artistes crève-faim dans le fond, genre. » C'était un petit peu ça le texte sous-jacent, tu sais. Oui, ça c'était... donc, il y a un site sur l'actualité juridique au Québec qui s'appelle Droit Inc. Mm-hmm. Et Droit Inc. avait publié un profil sur moi, donc il avait fait une entrevue avec moi, puis en effet, il y avait des... Je sais pas, il y a pas juste des avocats qui lisent Droit Inc., mais en tout cas, il y a des gens qui ont commenté que la raison pour laquelle... Je dirais que Droit... J'aime bien Droit Inc., là, mais je te dirais qu'ils ont utilisé une certaine terminologie que j'ai pas nécessairement utilisée. Mm-hmm. Je pense qu'ils utilisent genre le droit de la profession des artistes ou un terme comme ça que moi, j'avais jamais utilisé. Et donc, les gens ont dit « Ouais, mais il n'y a pas d'argent à faire avec les artistes. » Donc, c'est sûr que c'est ça, les gens ils disaient « Ben, il n'y a personne qui l'a fait avant parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. » Moi, ma conception des artistes, elle est beaucoup plus large que l'artiste, chanteur, compositeur, interprète. Et donc, mais ça, je te dirais encore là que ça m'importe peu. Ouais, il y a comme des préjugés un peu peut-être autour de qu'est-ce qu'un artiste. Exactement. Parce que pour toi, tu inclus, mettons, les designers graphiques, les producteurs de musique, les développeurs web. Qui, eux, ils en ont de l'argent pour se payer des avocats. Oui, c'est vraiment pas un problème pour eux. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y a peut-être quelques personnes dans l'industrie, si cette personne-là était avocate, qui ont fait... moi, je pense qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, mais c'est correct parce que c'est pas eux qui se lancent là-dedans. Donc. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as comme un peu... C'est pas le mot monopole que je veux dire, mais une longueur d'avance sur cette industrie-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce préjugé-là puis peut-être pas se lancer dans la même niche que toi pensant qu'ils n'auront pas de travail. Exactement. Fait que ça, c'est cool d'avoir pris cette opportunité-là dans un sens. Ouais. Puis ça mène aussi à me questionner avec toi, puis t'as pas l'air d'être très phased par rapport à ça, mais le ratio homme-femme, tu sais, comme en droit, puis aussi le fait que, tu sais, t'es quand même pas mal plus jeune que bien des pratiquants, on va dire. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile parfois d'établir ta légitimité? Alors, je te dirais que pour le homme-femme, ça, c'est un... J'ai rare... Il y a une situation qui me vient en tête où j'ai vu que le fait que j'étais une femme, elle est peut-être deux, où j'ai vu qu'être une femme était peut-être un peu problématique. Mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en droit. Donc, à la base, ça c'était pas un problème. Mais il y a eu certaines rencontres
où j'ai vu que le fait d'être une femme, ou du moins qui était surpris que ça allait être une femme qui allait être là. Donc, je me rappelle, j'avais rencontré, c'est un de mes amis qui nous avait mis en contact, puis lui aussi allait être là au meeting, puis c'était une entreprise dans le monde de la crypto-monnaie, dans le temps où le blockchain, la crypto-monnaie, on ne parlait que de ça. Et il y avait, donc il savait qu'il allait avoir les deux gars de crypto, mon ami qui les a mis en contact et moi dans la salle. Ils sont rentrés dans la salle, ils ont regardé mon ami, ils l'ont salué, ils m'ont salué, puis ils ont dit, mais l'avocat est où? Wow! Puis là, j'ai dit, ben, c'est moi. Puis en fait, je m'excuse, c'est juste que je pensais pas, puis bon. Mais sinon, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais je te dirais qu'aussi, moi, j'ai jamais évolué dans un monde de cabinet. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes en position d'autorité et qui sont situés plus haut dans la hiérarchie, dans la structure organisationnelle normale d'un cabinet? Probablement. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai côtoyé. Moi, j'ai travaillé en entreprise, il y avait moi, puis il y avait un avocat, puis c'est tout. Et donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Pour ce qui est de l'âge, il y a quelques fois où j'ai eu des commentaires. Il y a quelques fois où on m'a dit, mais t'es tellement jeune. Ou, tu sais, t'en as-tu déjà fait? Ou des questions comme ça, parce que, bon, ils me contactent en ligne. Ils vont peut-être voir ma photo sur LinkedIn, puis là, ils me rencontrent en personne, puis je pense que j'ai l'air un petit peu plus jeune en personne qu'en photo. Mais j'ai jamais ressenti que c'était un frein à ce que je faisais. Puis toi, ça t'a jamais ébranlé non plus, ce genre de petits commentaires-là? Là. Non. Cool. Non, parce qu'ils peuvent toujours aller voir quelqu'un d'autre. Ouais, puis il n'y en a pas vraiment dans ta niche. Ben, il y en a dans les plus gros cabinets. Donc après, c'est de dire, est-ce que je veux payer ce tarif-là? Mais en même temps, moi, je pense que si tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de la connaissance qui vient avec l'âge. Puis ça, tu peux pas accélérer ça. Puis ça, j'y crois parce que, bon, plus tu pratiques, plus tu acquiers des connaissances. C'est sûr que je suis beaucoup mieux maintenant que je ne l'étais quand j'ai débuté. Mais en général, je fais avec. Puis tu as débuté il y a à peu près combien de temps maintenant? 2 ans, en septembre 2017. OK. Plus que 2 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Puis tu sais, je sais que c'est des arts aussi, t'es très investi aussi dans tout ce qui est mode. Oui. Puis ça a l'air de te passionner aussi. Oui, ça me passionne. Puis ça me passionne particulièrement parce que bon, tout comme toi, je vis à Montréal, puis il y a une grande industrie de la mode à Montréal, et pourtant, le droit de la mode, c'est pas quelque chose dont j'entendais parler particulièrement ici. Donc, j'en entendais beaucoup parler à Toronto, j'en entendais beaucoup parler aux États-Unis. Donc, moi, quand j'étais étudiante, j'écrivais des billets de blog pour un cabinet en droit de la mode qui est à San Francisco, puis c'est comme ça que j'ai découvert le droit de la mode. Mais j'étais choquée par le fait qu'on en parlait très peu à Montréal, alors que c'est la ville au Québec où il y a la plus grande industrie de la mode. Donc, oui, ça me passionne parce que j'ai toujours aimé la mode. Je pense que je tiens ça de mon père. Ah ouais? Et donc, oui, mon père a toujours adoré les vêtements. Donc, mes grands-parents, des deux côtés, étaient dans l'industrie du textile au Maroc. Et donc, mon père a un peu grandi là-dedans. Mon père a toujours aimé les vêtements, toujours aimé les belles choses. Et donc j'ai grandi là-dedans. Et donc, quand j'ai vu que très peu de gens parlaient de droit de la mode à Montréal, alors qu'il y avait toute une industrie qui était là, j'ai sauté dans le bateau. Ouais. Puis l'autre fois, on discutait, puis je trouvais ça intéressant que tu disais que tu avais peu de syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que c'est ça qu'on entend quand on parle, tu as l'air quand même assez groundé dans comment tu te positionnes professionnellement. Mais tu dis que tu le vis quand même auprès de tes pairs. Ouais. Ouais, je vais avouer très franchement que j'ai un petit syndrome de l'imposteur face à mes confrères. Ouais, mes consoeurs. Puis pourquoi? Genre, d'où tu penses que ça vient? Je pense que ça vient du fait que j'ai toujours eu une approche face au droit qui était très différente. Donc, déjà, j'ai pas pris le parcours habituel que les gens prennent. Ensuite, la façon dont je comprends le droit et dont je vois le droit, je pense, est différente de beaucoup de juristes. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le jargon juridique. J'aime les choses pragmatiques.
j'aime que ça soit simple, j'aime que ça fasse du sens, puis ça a probablement aussi beaucoup dû au fait que j'ai ma formation d'avocate, je l'ai faite en entreprise. Et on n'est pas là pour faire du jargon, on est là pour faire de la business, puis regarder c'est quoi les aspects juridiques, les différentes choses qu'on fait. Et donc, à cause de ça, puis à cause du chemin que j'ai pris, j'ai toujours senti un petit stress face à mes confrères et consoeurs. Puis ça, je l'ai réalisé lorsque je donnais une conférence au WordCamp et qu'il y avait un avocat dans la salle. Et qu'il y avait un avocat qui lui enseignait le droit de l'Internet à l'Université McGill. Vraiment super gentil. Puis ça faisait longtemps qu'il pratiquait. Puis je donnais une conférence sur le GDPR, qui est une loi qui est nouvelle, qui est une loi qui est complexe. Puis là, je me suis dit, est-ce que je vais me faire reprendre par cet avocat-là? Et ça me stressait un petit peu, mais finalement, ça s'est très bien passé. Puis il a dit que tout ce que je disais, c'était vrai. Puis j'étais bien contente, mais... Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses, dans le fond, que l'anxiété, c'est de te faire reprendre devant d'autres mondes ou c'est de te sentir justement moins légitime, tu sais, comme... Peut-être de me faire reprendre, mais aussi, tu sais, moi, je grandis dans le parcours dans lequel j'ai grandi, puis l'autre parcours, je le connais pas. Fait que dans le fond, je sais pas vraiment ce que je manque dans le parcours. Puis je me dis, est-ce qu'il y a des éléments essentiels à ma carrière ou à mes connaissances que j'aurais pu acquérir dans ce genre de parcours-là, puis que j'ai pas acquis parce que j'ai décidé de choisir un autre parcours. Je pense que c'est plus ça qui me stresse. Mais je te dirais que bien que ça me stresse encore un petit peu aujourd'hui, ça me stressait beaucoup plus au début. Parce qu'au début, bon, tu rentres dans une industrie, tu fais ta place, il y a personne qui te connaît, puis chances are, les premières personnes qui vont te connaître, c'est pas les autres avocats, c'est des clients potentiels ou des clients. Puis ça a pris un certain temps avant que d'autres personnes dans l'industrie commencent à me connaître. Puis je pense que plus ça arrive, plus je rencontre des avocats dans des événements qui me disent « Ah oui, je te connais, j'ai vu ton site » ou peu importe. Plus ça arrive, plus je me sens confortable dans ce que je fais. Puis plus particulièrement récemment, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui arrivent avec beaucoup de situations qui sont arrivées récemment avec d'autres avocats qui m'ont bien réconforté, mais je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai ce petit Puis est-ce que tu penses que ever dans ta vie, genre si à un moment donné on arrivait puis on te disait OK, on veut t'offrir un poste d'associé dans notre firme de propriété. Je sais pas si ça fonctionne, que tu dois absolument faire un certain temps dans un cabinet, puis après ça, t'es promu ou si les gens peuvent venir de l'externe, mais bref. Tu sais, est-ce que tu penses que tu ferais le saut un jour, si jamais ça se présentait à toi comme opportunité? Je ne pense pas. Puis, je vais te dire pourquoi je ne pense pas. En ce moment, j'ai comme une offre d'emploi permanente dans un cabinet à Montréal. Okay, cool. Que j'avais postulé là-bas pour un stage, puis ils n'engageaient pas de stagiaire, mais ils avaient aimé mon CV, fait qu'ils m'ont demandé d'aller prendre un café avec eux. Puis finalement, la copropriétaire de ce cabinet-là, c'est devenue une confrère que j'aime beaucoup. Fait que de temps en temps, on va prendre un café, on va prendre un verre. Puis à chaque fois, elle me dit, écoute, tu sais que si jamais tu veux un poste, t'as juste à cogner à ma porte. Puis nous, on t'engage en 3 secondes. Puis même à l'époque, j'avais un bureau à l'époque physique, puis il m'avait proposé de racheter mon bail. J'aurais dit, tu sais, j'ai un bail d'un an, puis il m'a dit, c'est pas grave, on va racheter ton bail. Nice. Puis, et donc, parce que je sais que j'ai cette offre-là et que je ne saute quand même pas sur l'occasion, je pense pas que ça va arriver. Puis, moi, une des raisons pour lesquelles je voulais pas de la vie, je voulais pas aller en cabinet, c'est parce que c'est pas une vie qui m'intéressait. Moi, faire du 80 heures semaine pour quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. Moi, vivre ma vie en pensant à mes heures facturables, ça m'intéresse pas. J'en ai quand même des amis avocats, puis il y en a que je vois des fois dans des formations continues, puis ils ont l'air de zombies complets, puis je le vois que ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas dormi. Et donc, ça ne m'intéressait pas. Puis je sais que cette vie-là, c'est la vie que tu choisis quand tu vas en cabinet, peu importe ta position dans la hiérarchie. Et donc, à moins que ça soit ton cabinet. Et donc...
Fait que c'est inhérent à la C'est pratique. pour ça que ma réponse est je ne pense pas. Wow, OK. C'est inhérent parce que les cabinets traditionnels, comment ça fonctionne sur un modèle d'heures facturables. Mhm. Et donc, chaque avocat a un objectif d'heures qu'il faut facturer aux clients par année. Puis, il faut rencontrer cet objectif-là. Et donc, ouais, puis j'imagine que vu que tout le monde fonctionne comme ça, ça met de la pression à tous les autres cabinets de fonctionner comme ça, puis là, ça fait juste créer un monstre. Exactement. Ouais. Wow. Ben, ça fait une belle... un beau tremplin vers ce dont on va parler la semaine prochaine, quand on va parler un petit peu plus du côté perso dans ta vie de entrepreneur, avocate, amatrice de mode, etc., artiste dans l'âme. Donc, on va se laisser ici, mais j'invite tout le monde à écouter l'épisode la semaine prochaine avec Aïcha. Yay! Bon. À tantôt. Bye! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!